l'adoption d'un décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complétant la loi portant code pénal en République du Bénin. Le chef de l'État sera autorisé à suspendre les peines de prison. Les impressions de quelques citoyens à retrouver dans cette édition. Les écureuils du Bénin ont enregistré une nouvelle défaite samedi dernier au stade de Mohamedia au Maroc. Face à la Mauritanie, ils encaissent un but dans le cadre des matchs amicaux d'envergure internationale. Au-delà de nos frontières, le Mali accuse la France de l'avoir agressé à maintes reprises. Le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, a affirmé que les décisions prises par la France à l'égard du Mali ont eu des conséquences dévastatrices sur la situation de sécurité du pays. Un plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver dans ce 13h et on ouvre cette édition de journal par une brève. Je vous l'annonçais dans les titres. Samedi dernier, les écureuils du Bénin sont tombés devant la Mauritanie pour le compte de leur premier match amical de trêve internationale. Le seul but de la rencontre a été enregistré à la 29e minute grâce à Boubacar Kamara de l'équipe de la Mauritanie. Une troisième défaite de suite après la défaite face au Sénégal et au Mozambique. Le 27 septembre prochain, l'équipe nationale devra rencontrer le Madagascar pour ses matchs amicaux. Le Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre jeudi dernier à la validation nationale des documents de politique sectorielle du ministère des Sports. L'objectif est d'amender les dits documents afin qu'ils soient très prochainement introduits en Conseil des ministres. Et c'est le ministre des Sports, Walde Omeki, qui a lancé les travaux. Le reportage ici avec Romaric Dossa. Une vision pour les prochaines années dans les secteurs sport, loisirs et jeunesse. Le ministre Oswald Omeki et ses cadres ont élaboré 3 documents de politique dans ces différents secteurs. Le travail a été soumis à la validation de l'ensemble des acteurs de la chaîne ce jeudi 22 septembre à Cotonou. Vous le savez, le chemin a été long. Nous avons décidé, au-delà du programme d'action du gouvernement qui est en cours de réalisation dans notre pays, de graver dans le marbre notre ligne directrice en matière de sport, de jeunesse et de loisirs. Nous avons décidé de doter notre pays de documents politiques qui, au-delà des différents programmes d'action, devraient désormais être notre boussole. Notre boussole à nous qui sommes à l'œuvre aujourd'hui et, nous l'espérons, la boussole de ceux qui nous succéderont afin que l'action engagée aujourd'hui puisse se poursuivre et que nous puissions, au bout de quelques années, tirer les fruits de tout l'investissement, de tout l'engagement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je remercie très particulièrement tous les membres du comité qui a travaillé à la mise en place de ces différents documents. Les cabinets qui ont été recrutés, les cadres du ministère qui ont été mobilisés parallèlement au travail non moins difficile qu'ils ont au niveau du ministère, les différents acteurs, les membres des cellules de suivi de la présidence de la République, les partenaires techniques et financiers, nos différents experts, je veux vous remercier au nom du Bénin d'aujourd'hui et de demain. Je veux également dire que quand nous avons reçu les premiers documents, nous les avons partagés à un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui n'étaient pas forcément dans les différents comités de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leurs réflexions, de leurs contributions. À ma connaissance, il y a eu un peu moins de 500 contributions sur l'ensemble des 3 documents. J'ai bon espoir que cette belle journée, qui est une journée importante pour notre pays en matière de sport, de loisirs et de jeunesse, sera gravée dans l'histoire de notre pays et que dans quelques heures, quand il sera temps de présenter le rapport, chacun de vous aura dit tout ce qu'il pense de bien pour le développement du sport, de la jeunesse et des loisirs dans notre pays.
En matière sportive, la vision déclinée est qu'à l'horizon 2030, le Bénin dispose dans toutes les disciplines sportives d'une organisation efficace, de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. Le gouvernement béninois a adopté un décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complétant la loi portant code pénal en République du Bénin. Le projet vise à conférer au président de la République le pouvoir d'ordonner la suspension des peines de prison. Quelques observateurs de la ville politique se sont prononcés sur la nouvelle décision, suivant leurs analyses au micro de Romaric Dossa et de Pierre Akapo. C'est quand même d'abord une bonne chose, mais si ça prend la connotation d'une loi qui serait taillée sur mesure, ce serait grave. C'est autre chose. Ajouter les grades présidentiels existe, mais ça là on ajoute encore. On est en train de corser le pouvoir du chef d'État. Le chef d'État, c'est qu'il devient extrêmement puissant, plus puissant qu'avant. Et désormais, même s'il y a des décisions de justice, quand il décide, ça passe facilement. Ce serait dangereux plus tard. Les gens seront obligés de se soumettre, d'accepter certaines choses contre leur volonté avant de retrouver leur liberté. Ça risque d'avoir un impact, ça risque d'avoir des conséquences sur la démocratie. Je ne suis pas étonné quand je sais qu'au niveau à l'international aujourd'hui, le président de la République a beaucoup de pression. Ayons le courage de le dire. Il a beaucoup de pression. Il a beaucoup d'étaux qui se serrent contre lui. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne la liberté d'aller devenir de certains Béninois. Donc aujourd'hui, si cette décision, cette proposition qui a résulté du Conseil des ministres, quand ça va tomber sur la table des parlementaires, pour moi, un observateur averti, je ne serais pas du tout étonné. Dans l'un ou l'autre des cas, quelle que soit la décision, ça peut être celle-là ou d'autres décisions à venir, il faut la décrispation de la vie sociale. Il faut la décrispation du territoire politique. Il faut que les pendules reviennent à l'heure pour que les gens aient la liberté de circuler, d'aller et venir, la liberté d'opinion également. Si c'est dans l'objectif de décrisper un peu les trucs qu'on est en train d'établir ces lois, est-ce que ce serait vraiment à une bonne fin? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour les détenus. Ils seront obligés de se soumettre, d'accepter certaines choses avant d'avoir le quitus du chef d'État pour sortir. Si la loi, si la sentence a été donnée, la personne est inculpée véritablement. À quoi ça rime finalement de chercher encore une souplesse au niveau de l'autorité suprême de la nation, du chef de l'État pour le faire? Ils ont intérêt à avoir une nostalgie du passé pour voir tout ce qu'ils vont voter. Parce qu'aujourd'hui, c'est le tour des autres. Ça peut se retourner aujourd'hui, après aussi, contre eux aussi. Donc, ils ont l'intérêt vraiment à voir avant de pouvoir voter ces lois. Il va falloir que le président de la République, toute son équipe réfléchisse davantage pour prendre ces lois. Personnellement, j'en suis pas trop d'accord pour cette proposition de loi qui va aller sur la table des honorables députés à l'Assemblée nationale. Ben, on verra comment les députés vont réagir par rapport à ça. C'est vrai que la coloration politique actuelle de l'Assemblée, elle est pro-mouvance, elle est pro-talent, qu'on le veuille ou pas. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne sait pas. On attend simplement de voir que... Mais je pense bien que c'est pas politiquement parlant, ça va créer beaucoup de remue-ménage. Ça va créer beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup d'encre et de salive qui vont couler suite à cette décision, s'il arrivait que les honorables députés votent cette loi-là. Pour protéger la femme et faciliter son émancipation dans la société, des lois sont votées à l'unanimité. Mais la loi sur les congés de menstruation est loin d'être acceptée de tous, alors que le fait préoccupe davantage les femmes en situation professionnelle. Le sujet peut bien paraître anodin, mais la menstruation douloureuse au travail reste un casse-tête pour les femmes.
Tension, malaise, douleur atroce, obligation du résultat. Elles doivent travailler comme les autres jours alors que leur organisme répond à peine. Ça fait très mal, ça fait très très mal. Le moment de menstru, c'est un moment que les femmes traversent là. C'est très très compliqué. Des maux de ventre, douleur par-ci, par-là, vraiment c'est compliqué. Il y a certaines femmes qui se plaignent par rapport à des règles douloureuses, n'arrivent même pas à dormir, maux de bas-ventre. J'en ai entendu des copines à moi qui se plaignent des règles douloureuses. Il y en a, elles ne peuvent pas se lever quand c'est des règles douloureuses. Elles doivent prendre des médicaments et être alitées pendant des jours, bien des heures. Douleur en rouga, douleur en rouga. Les premiers jours des règles qui sont comme ça et après ça passe. Même pour certaines personnes, c'est tout le temps que les règles vont durer qu'elles doivent rester alitées et prendre des médicaments. Une situation normale selon le journal des femmes. Les douleurs sont dues à la contraction du muscle utérin appelé le myomètre. C'est l'un des muscles les plus puissants de notre corps. Lors du cycle menstruel, la muqueuse utérine appelée l'endomètre s'épaissit et devient très vascularisée afin de se préparer à l'accueil de l'embryon. Cependant, l'intensité du mal n'est pas proportionnelle chez toutes les femmes. Une femme sur deux endure les règles douloureuses, à en croire l'Organisation mondiale de la santé. En Indonésie, une loi adoptée en 2003 prévoit 1 ou 2 jours de congés payés en début de cycle menstruel. Seulement les employés doivent notifier à leurs employeurs la date de prise de ces congés. Avant l'Indonésie, la loi était en vigueur en 1947 au Japon. D'autres pays comme la Taïwan, la Corée du Sud, la Zambie ont suivi après. En Afrique de l'Ouest, elle n'est pas encore proposée dans un pays. Les femmes en menstruation douloureuse sont obligées de se rendre au service et de travailler normalement. Pour Nikita, journaliste en santé et blogueuse, il est bien possible de passer la période de menstruation au travail. Boire assez d'eau, se reposer aux heures de pause, éviter le stress, penser au kit de règles au travail, avoir sur soi quelques médicaments antidouleurs. Sortir de temps en temps prendre de l'air et s'oxygéner plusieurs fois par jour. Prioriser des aliments riches en magnésium et en oligo-éléments. Les règles, c'est naturel, mais pas la douleur. Il faut savoir compatir. Au Mali, le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga a accusé la France d'avoir agressé le Mali à maintes reprises. Il a fait savoir lors de son discours à la tribune de l'ONU. Et selon lui, les décisions prises par la France à l'égard du Mali ont eu des conséquences dévastatrices sur la situation sécuritaire du pays. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a violemment critiqué le gouvernement français lors de son discours à la tribune de l'ONU. Selon lui, les décisions prises par la France à l'égard du Mali ont eu des conséquences dévastatrices sur la situation sécuritaire du pays. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. À la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays. Abdoulaye Maïga s'est voulu rassurant en affirmant que les autorités de la transition malienne n'avaient d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections tout en luttant contre le terrorisme. Que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. Le Premier ministre par intérim du Mali a insisté sur le fait que toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit, je cite, la plus enviée au monde.
La Cour constitutionnelle de la Centrafrique s'oppose à Touadéra. Vendredi dernier, la Cour a annulé des décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution et supprimer la limite de 2 mandats présidentiels. Un revers juridique pour le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Un revers juridique pour le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. La Cour constitutionnelle a annulé vendredi des décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition avait saisi la Cour pour éviter qu'une nouvelle loi fondamentale n'autorise le chef de l'État à briguer un 3e mandat. Le combat que le barreau mène est celui de garantir l'indépendance de la justice, que les juges puissent rendre leurs décisions au regard uniquement de la loi, sans aucune pression de part et d'autre. En mars, Touadéra avait déjà tenté de supprimer la limite de 2 mandats présidentiels lors d'un dialogue républicain. Mais pour la Cour constitutionnelle, l'initiative d'un référendum de révision de la Constitution ne peut se faire en violation du serment prêté par Touadéra lors de son investiture. Je ne crois pas un seul instant que les autorités publiques puissent prendre le risque d'aller à l'encontre d'une décision de justice. Ce sera confirmer ce que nous sommes en train de dire ici, c'est-à-dire l'anéantissement du pouvoir judiciaire. Une centaine de militants ont manifesté devant la Cour constitutionnelle pour réclamer la démission des juges. Des policiers et des membres de la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique ont été déployés pour assurer la sécurité des magistrats. À Nairobi, au Kenya, des centaines de militants ont manifesté pour le climat. Ils souhaiteraient que les pays riches respectent leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Suivez. À Nairobi, des centaines de militants ont manifesté pour demander aux pays riches de respecter leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Les manifestants ont réclamé l'aide financière promise qui permettra à l'Afrique de lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique sur le continent. Rappelez-vous du rapport du GIEC, 96% des émissions sont émises par les pays du Nord, 4% sont émises par les pays du Sud. À notre niveau de développement en Afrique, nous ne sommes pas capables d'influencer ces émissions de manière significative. C'est pourquoi nous demandons aux pays du Nord de payer pour les pertes et les dommages. L'Afrique est plus vulnérable au changement climatique que toute autre région de la planète. Les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens de subsistance des peuples vivant tant dans les zones arides que dans les régions côtières. Ces désastres et ces épreuves ne se produisent pas seulement au Kenya. Ils se produisent sur tout le continent africain, alors que c'est le continent qui a le moins contribué à la crise climatique, mais qui continue à en faire les frais. Nous demandons donc aux pays responsables de cette crise de ne pas abandonner ces populations à leur sort sur le front, mais de se mobiliser et de tenir leurs engagements en matière de financement du climat. Les voix des pays africains nettement hostiles envers les pays riches prépare le terrain pour des négociations qui s'annoncent tendues lors du sommet mondial sur le climat qui se tiendra en Égypte, à Sharm el-Sheikh, en novembre prochain. Victoire historique de l'extrême droite en Italie. Le parti post-fasciste de Giorgia Meloni est arrivé en tête des législatives italiennes. Et c'est une victoire historique pour l'extrême droite dans la péninsule. Regardez en image les tendances de cette élection. Elle s'est fait désirer jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Giorgia Meloni a été la dernière candidate à déposer son bulletin de vote dans l'urne dimanche avec un large sourire. Et elle a de quoi se réjouir. Depuis plusieurs semaines, les sondages placent la coalition de centre-droit dont elle fait partie avec le mouvement Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue du Nord de Matteo Salvini en tête de ces élections législatives italiennes. Et son parti, Fratelli d'Italia, fondé il y a à peine 10 ans, occuperait lui la première position, à la Chambre basse comme au Sénat, avec 27% des voix. Si les résultats se confirment, ces élections marqueraient un tournant sans précédent dans l'histoire politique italienne.
Le pays aurait à sa tête pour la première fois une femme, chef de l'exécutif, mais aussi un leader de parti d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Son allié, Matteo Salvini, arriverait quant à lui en 4e position avec 9,5% des voix, derrière le parti démocrate de l'ancien chef du gouvernement, Enrico Letta, qui limiterait ainsi la casse et obtiendrait un score compris entre 16 et 21% des suffrages. Le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte, qui a décidé de faire cavalier seul, décrocherait la 3e place avec 13,5% des voix. Les résultats définitifs doivent tomber dans la matinée. Si une victoire nette devait se dégager, une série de longues négociations pourrait alors commencer entre les différentes chambres du Parlement et le président Sergio Mattarella pour décider du nouveau chef du gouvernement. Des discussions qui impliqueraient des partis on ne peut plus opposer et pourraient prendre des mois avant de trouver le chef de l'exécutif idéal. En Iran, de nouvelles manifestations ont eu lieu samedi soir pour protester contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police. La répression qui s'est soldée par la mort de 41 personnes et des centaines d'arrestations en 8 jours ne les empêche pas. Je suis Mahsa Amini, des mots qui ont résonné hier dans les rues de Paris. Un message de soutien aux manifestants qui, à plusieurs milliers de kilomètres à Téhéran, manifestent pour dire leur soutien à cette jeune femme morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. C'est pas pour Mahsa, mais c'est pour montrer la haine de la République islamique qui est en fait de la haine pour 43 ans. Et donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui en Iran, c'est une grande manifestation. Et je peux dire, c'est une révolution qui se passe en Iran aujourd'hui. Des manifestations de soutien qui se sont également déroulées en Suède, où vit une importante communauté iranienne. Pour eux, la mort de Mahsa Amini est un exemple de plus de la tyrannie du régime en place à Téhéran. Nous crions des slogans et nous parlons en espérant atteindre les politiciens en Suède et dans d'autres pays. C'est la seule chose que nous pouvons faire ici. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir être avec mes sœurs et mes frères en Iran qui s'opposent à la dictature depuis maintenant plus de 9 jours et qui continuent à se battre. Le mouvement de protestation continue de grandir en Iran. Selon les ONG, plusieurs dizaines de manifestants ont été tués par les forces de l'ordre et des centaines d'autres ont été arrêtés. Les autorités dénoncent un complot de l'Occident et nient toujours toute implication dans la mort de la jeune fille. Vladimir Poutine a signé samedi dernier une loi alourdissant les peines de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation à l'aube d'une vaste campagne de mobilisation partielle lancée mercredi 21 septembre dernier. Des amendements allant jusqu'à 10 ans de prison pour ces réservistes. Vladivostok, à l'est de la Russie. Ces images diffusées ce samedi par le ministère de la Défense russe montrent l'afflux de réservistes dans les rangs de l'armée. Scène similaire à plus de 8000 km à l'ouest, à Belgorod, toute proche de la frontière avec l'Ukraine. L'état d'esprit est au combat. On m'a appelé, je suis venu. Il est de mon devoir de défendre ma patrie. Sur cette base de la région du Kamchatka, dans l'extrême-orient russe, les conscrits reçoivent les armes avec lesquelles ils s'entraînent dans leur base militaire et se préparent à combattre, de gré ou de force. Mais certains préfèrent encore s'exiler pour éviter l'enrôlement obligatoire. Un afflux de ressortissants russes est observé en Mongolie, en Turquie ou en Arménie. À la frontière entre la Russie et la Géorgie, une file de véhicules de 10 km de long se forme, selon le site routier russe Yandex Maps. Tous les gens que je connais paniquent. La majorité ne sait pas quoi faire, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas partir. Plus de 70% de la population n'a pas de passeport. En Finlande, qui partage la plus longue frontière de l'Union européenne avec la Russie, les douanes indiquent que les traversées vers le pays nordique ont plus que doublé vendredi par rapport au même jour la semaine passée. Et c'est la fin de ce 13h. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision Speedline TV.